Alors bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui n'étaient pas là ce matin. Bienvenue à ceux qui étaient là ce matin et qui poursuivent la vision de ces échanges et de ces débats tout au long de cette convention Unicancer sur la mise en œuvre de cette prise en charge et interactive et globale et innovante. Et on a vu ce matin que l'intégration des facteurs de risque, des déterminants de santé était un enjeu essentiel, que l'intégration des bénéfices de la cancérologie de précision sera aussi un enjeu essentiel. Et il y a un autre enjeu qui va être clé, c'est l'intégration des parcours de vie. Ces parcours de vie de plus en plus longs, de plus en plus variés également, qui vont être la clé d'une prise en charge et globale et interactive et innovante. Les avancées des traitements, les rémissions de plus en plus nombreuses font de la vie avec et de la vie après le cancer un enjeu central. Mais ces enjeux sont encore souvent plaqués, on peut dire, sur des parcours de soins classiques, au risque de multiplier les acteurs, de complexifier les prises en charge. Alors l'enjeu, c'est plus que jamais de travailler à l'intégration de ces parcours de vie dans des prises en charge multidimensionnelles. On va voir comment les centres peuvent en être vraiment pionniers avec nos intervenants que je vais vous présenter tout de suite. Le docteur Carole Boulle qui est avec nous. Bonjour. Vous êtes responsable du service de soins de support à l'Institut Curie. Curie a été pionnière dans les soins de support, mais fait aujourd'hui évoluer son offre et l'accompagnement des patients pour l'adapter à ces parcours de plus en plus variés, ces demandes de plus en plus variées. On va en parler. Gwenaëlle Tual est avec nous, présidente de l'Association française, bonjour, des aidants. Vous défendez la place centrale de ces aidants qui trop souvent deviennent un peu des variables d'ajustement de ces parcours de vie mal ajustés et intégrés. Le professeur Éric Lartigot est avec nous, bonjour. Vice-président d'Unicancer, directeur général du centre Oscar Lambret à Lille. Vous avez pris l'engagement fort de rebaptiser votre centre hôpital de parcours pour valoriser une approche plus intégrée, plus ouverte notamment sur ces parcours de vie, on va en parler. Le docteur Antonio Di Meglio est avec nous, bonjour. Vous êtes médecin-chercheur au Breast Cancer Survivor Programme de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Vous y étudiez les séquelles à long terme, tant le cancer du sein, particulièrement la fatigue sévère, et voir un peu comment les soins de support y répondent. On en parlera. Et Emmanuel Jamet est avec nous. Bonjour. Sociologue, président de l'Observatoire sociétal des cancers, vous conduisez de nombreuses études sur l'évolution et la place des parcours de vie, en y dénonçant une certaine complexification, en y dénonçant aussi des inégalités. On va en parler. Éric Lartigot, je voudrais commencer avec vous. Vous avez en effet fait ce choix singulier et fort véritablement d'inscrire votre établissement dans ce que vous appelez un hôpital de parcours. C'est vous qui avez sorti ce terme-là pour aussi sortir votre établissement d'une approche de soins un peu traditionnelle, centrée dans les murs de l'établissement. Quelle était l'idée, quel était pour vous l'enjeu, la profession de foi, je dirais presque, de ce choix de terme d'hôpital de parcours ? Alors, je ne sais pas si c'est réellement une profession de foi. Je pense que c'est en fait partie d'une ambition très pragmatique. Alors, ambition pragmatique, ça peut apparaître un petit peu comme un oxymore, mais en fait, je crois que c'est la meilleure façon de faire évoluer nos organisations, notamment hospitalières, qui ont quand même une certaine lourdeur. Le point de départ était un point de départ qui était la nécessité de décloisonner. Alors, même si les centres de lutte contre le cancer sont sans doute des établissements hospitaliers où le cloisonnement est relativement peu présent, il est encore très présent. Et on s'était rendu compte de façon assez pérenne, j'ai longtemps dirigé la partie radiothérapie de mon centre, que nos professionnels de santé étaient très très bons pour optimiser leur unité de soins. Optimiser le bloc opératoire, optimiser l'hôpital de jour, optimiser la radiothérapie, optimiser l'imagerie. Mais dès qu'on rentrait dans une séquence, les choses devenaient beaucoup plus complexes et sortaient de l'organisation de l'unité de soins au sens propre, de son optimisation, de sa fluidité, et devenait un vrai enjeu d'établissement. C'est-à-dire que le séquençage des activités de soins au sein d'un parcours devenait trop souvent pour nos patients totalement illisible. Alors on se heurtait en plus au centre à une difficulté particulière, qui est une fierté du centre, mais une relative difficulté. Nous sommes un établissement totalement, réellement 100% numérique depuis 6 ans. Et tous nos patients ont en accès, libre, s'ils le souhaitent bien sûr, à l'intégralité de leur dossier médical, le même que nos soignants. Médecins infirmières, c'est l'application Monoscar, ils l'ont sur leur smartphone, sur leur tablette.
Et ça devenait très compliqué d'avoir cette ouverture, hein, qui n'est jamais que le respect d'une loi qui aura 20 ans bientôt, la loi du 3 mars 2002, dite loi Kouchner, de cette capacité à donner aux patients, ce qui est quand même le minimum, c'est l'accès à l'intégralité de l'information médicale. Et donc la première question, c'était bien sûr de savoir si l'intégralité des équipes au sein de l'établissement avait la notion de ce qui s'était passé avant et de ce qui se passerait après. Ces fameuses séquences, cette fluidité. Parce que présenter aux patients ce qui va se passer dans les heures qui suivent, c'est facile. Ce qui va se passer dans les semaines qui suivent, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qui va se passer dans les mois qui suivent, c'est encore plus compliqué. C'est ce que revendiquent légitimement les patients, leurs proches, leurs aidants. On va longuement en parler. Donc le soin, c'est indispensable, mais le cadencement du soin, ce qu'on a appelé les parcours, et c'est pour ça qu'on est passé d'un hôpital de soins à un hôpital de parcours, c'était indispensable d'abord pour nos patients. Ensuite, pour nos équipes, le côté un petit peu, j'utilise souvent l'intitulé « Vie ma vie ». Qu'est-ce que c'est l'oncologue médical du temps opératoire qui a précédé la prise en charge du traitement adjuvant du sein et que sait-il du traitement adjuvant par radiothérapie qui interviendra au bout de 6 mois de chimiothérapie? Encore trop peu. Qu'en savent les assistantes médicales qui vont coordonner un petit peu ce parcours? Qu'en savent les infirmières de parcours? Eh bien voilà, c'était juste tout remettre à plat et considérer qu'il n'y avait pas un soin, mais qu'il y avait une succession de soins pour les patients, pour l'ensemble, leurs proches aidants, l'ensemble des équipes médicales et paramédicales, la transparence absolue. Et pour l'établissement, dernier point, économiquement parlant, rien n'est soin, tout est parcours. Nous avons des activités structurellement déficitaires. J'ai l'honneur de diriger un centre où il y a beaucoup d'activités chirurgicales. C'est globalement déficitaire, on peut se le dire, voilà, c'est ainsi. Et si on n'entre pas dans une structuration par parcours, l'équilibre économique de la prise en charge d'un patient devient potentiellement extrêmement difficile à gérer. Tout ce qui est comptabilité analytique est faisable à l'échelle d'une unité de soins, mais devient extrêmement complexe si le parcours n'est pas structuré. Voilà le point de départ. Alors, une chose est de le vouloir et de le dire, une autre chose est de le faire, cet hôpital de parcours. Comment concrètement est-ce que vous avez revu les choses, sachant qu'en effet, il y a MyOscar, donc il y a déjà un outil de fluidification, sachant qu'il y avait déjà des indicateurs de qualité communs, donc on peut dire, vous aviez déjà planté les clous. Oui, sur mon Oscar sûrement, mais c'était le challenge vis-à-vis de nos patients qui ont accès à tout et donc il fallait pouvoir répondre à toutes leurs questions. Et ça, c'était une vraie responsabilité structurelle, mais c'est le plus enthousiasmant. Votre question, elle pose la question des indicateurs. Quand j'ai pris la direction du centre il y a maintenant 6 ans, j'ai beaucoup travaillé avec les équipes en leur disant mais exactement ce que vous venez de dire, mais des indicateurs, on en a beaucoup, on en a même plein. Oui, mais ces indicateurs, comment ont-ils été construits? Qui les produit? À quoi nous servent-ils? Je n'ai pas trouvé à l'échelle des équipes médicales un seul de ces indicateurs qui se soit vraiment qu'ils aient pu considérer comme étant un indicateur utile, qu'il se soit approprié, qu'ils aient pu considérer comme étant un indicateur qui allait permettre de structurer ces épisodes de soins, de structurer le parcours et de l'optimiser. Donc on a tout remis à plat. C'est-à-dire qu'on a travaillé pendant presque 18 mois à rebâtir l'ensemble des indicateurs institutionnels qui allaient permettre dans chacun des parcours, dans les grandes disciplines, céno, gynéco, digestif, pédiatrie, sarcome, ORL, 3 points de suspension, avoir la capacité de demander aux équipes quels sont les indicateurs utiles. Alors il y a des figures imposées, indicateur 1K, délai, ça c'est classique, donc c'est assez facile à structurer, à mettre en place, et puis il y a tous les autres. Et tous ces autres indicateurs, ils sont essentiels parce qu'ils me permettent, moi, aujourd'hui, de mettre les bonnes ressources au bon endroit, pas sur une demande sûrement légitime d'un acteur qui dit « j'aurais besoin d'eux », mais sur une dimension collectivement légitime qui est de dire « dans ce parcours, à cet endroit, il y a un goulot d'étranglement », et donc la ressource, elle est indispensable. Et puis, dernier mot-clé qui apparaît dans notre projet d'établissement, c'est un hôpital de parcours évalué. Et je tiens plus au mot évaluation qu'au mot parcours. C'est-à-dire qu'on s'est mis en situation d'évaluer tous nos parcours de soins en vraie vie, de quotidien, hors recherche clinique. Évaluer, je vous donne un exemple. On injecte maintenant directement dans notre système d'information les bases de données nationales de survie, INSEE. On a corrigé 18 000 dossiers la semaine dernière. On avait 18 000 dossiers en base qui n'avaient pas été corrigés de la date de décès du patient. Et on est en train donc de pouvoir produire en temps réel, ce qu'on sera capable de faire en tout début d'année prochaine, la survie réelle de nos cohortes de patients prise en charge au quotidien au centre Oscar Lambré, depuis quasiment que le centre Oscar Lambré existe, enfin depuis qu'on est remonté dans la numérisation des dossiers patients. C'est-à-dire qu'on va être capable de justifier de ce dont je sais être une réalité, la qualité de la prise en charge des centres de lutte contre le cancer. J'ai fait toute ma carrière et je suis certain qu'on fait bien.
mais être capable de le démontrer au sens indicateur produit par les équipes de soins médicales et paramédicales et d'aller jusqu'à des enjeux de morbimortalité, ce dont on parlera tout à l'heure, ce sera la meilleure façon aussi de justifier auprès de nos patients, on l'a entendu ce matin, des choix thérapeutiques de demain. Quelle survie contre quelle morbimortalité, quels effets secondaires à long terme. Cette évaluation, elle est clé. Donc, pragmatique, très pragmatique, on part, on construit, on a des parcours, on les identifie, on pose ensemble les indicateurs et on évaluera. Et ce qui est assez remarquable dans votre démarche, vous de l'extérieur en tous les cas, c'est en effet cette mise en conformité, en cohérence des éléments. Et puis c'est aussi une dimension de progressivité, c'est-à-dire qu'un hôpital de parcours, c'est un hôpital de parcours de soins, c'est un hôpital de parcours partagé, c'est un hôpital de parcours de vie. On peut faire un peu les trois ensemble et puis se prendre les pieds dans le tapis. Vous avez une base de socle, ce que vous racontez, c'est-à-dire faire un parcours de soins, et de ce parcours de soins, vous commencez à construire aujourd'hui un parcours partagé dans le Hainaut avec d'autres établissements sur des parcours sur trois différents cancers. Et puis derrière ça, il y a ce dont on va beaucoup parler, c'est-à-dire le parcours de vie, où là, on est dans le temps du cancer, dans le temps de l'après-cancer, où on a une foultitude d'acteurs, une foultitude d'interventions, et où le périmètre des missions et des responsabilités d'un centre est un peu difficile à définir quand on est sur des patients qu'on suit à 2, 3, 5, 10 ans. Un hôpital de parcours, qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre d'un parcours de vie et quel champ de mission, de responsabilité le centre a par rapport à ça, selon vous? Alors là, je vais revendiquer ce qui n'est peut-être pas le propre du corps médical, c'est un peu d'humilité. Je peux prétendre, à travers l'établissement que j'ai la chance de diriger, à travers les équipes que je connais, d'optimiser des parcours de soins. Ça, je peux le prétendre, et d'aller jusqu'à les évaluer avec une robustesse qui me rendra demain incontournable quand je demanderai des financements ou des personnels, parce que j'aurai la capacité de dire voilà quel est le devenir d'un patient pris en charge au centre Oscar Lambray. Nous pouvons inscrire collectivement ces parcours de soins dans des parcours de santé, ce qu'on a évoqué ce matin, de la prévention, du dépistage, renforcer l'avant, bien sûr renforcer l'après. 25 à 30% de nos patients pris en charge dans ces parcours de soins reviendront pour une rechute, pour une morbidité, et devront être pris en charge de façon rapide, prioritaire, facilitée, simple, fluide. Donc cet avant, cet après, ça, ce sont des parcours de santé, au sens de ce qu'on revendique nous. Pour l'avoir vécu à titre personnel récemment, je vais rester très humble sur la notion de parcours de vie. Très humble. On s'inscrit dans un parcours de santé et bon sang de bois, faisons du mieux possible pour que ces parcours de soins s'inscrivent dans des parcours de santé qui sont déjà super méga compliqués. Alors je vis dans la région de France où il y a la plus forte incidence et la plus forte mortalité par cancer, donc ce serait inaudible de dire qu'on est bon, on est juste mauvais, on doit faire beaucoup mieux. Quand je dis mauvais, pardon à mes équipes, j'ai de fantastiques équipes, ils comprennent, si certains m'écoutent, pourquoi je dis ça, parce que notre quotidien est un quotidien rude avec des patients qui ont besoin de nous, encore plus demain, mais le parcours de vie, non. Je ne m'inscris pas dans cette notion qui, pour moi, relève d'une autre dimension, d'un autre monde. Donc, avec beaucoup d'humilité, je ferai en sorte que mon établissement participe à des parcours de santé optimisés. Et je demanderai, je confierai à d'autres qui ont parlé ce matin, qui parleront cet après-midi, de me dire si ce qu'on fait s'inscrit dans un parcours de vie optimisé, dans un parcours de vie où ce que eux souhaitent, les patients, leurs proches, leurs aidants, attendent de nous. Mais je resterai très en retrait si cette question vient dans le tour de table, parce que je ne suis pas certain qu'elle relève de ma compétence et de ce qu'est aujourd'hui un établissement de santé. Y participer, bien évidemment. Le porter, je ne pense pas que ce soit légitimement à nous de le faire. Alors, on va rester sur cette idée de parcours de santé, et d'ailleurs, peut-être on pourra repartager la définition de parcours de santé et de parcours de vie pour voir un peu comment est-ce qu'on peut l'accompagner, ce parcours de santé au mieux, dans sa complexité, dans son allongement aussi. Et il y a pour cela un domaine clé, c'est les soins de support, les départements de soins de support, dont l'offre ne cesse de se diversifier, d'être de plus en plus présente dans le parcours, de plus en plus en amont aussi, pour accompagner et la qualité de vie et les effets secondaires qui peuvent arriver. Je voudrais en parler avec vous, Antonio Di Meglio, au sein de votre cellule à l'Institut Gustave Roussy. Vous travaillez à mieux comprendre les différents types de séquelles que des patientes atteintes de cancer du sein peuvent rencontrer des années après. Vos travaux s'appuient
pour ça sur la cohorte Canto. Elle a été lancée en 2012, 26 centres partenaires, et ça compile à la fois des données biologiques et des questionnaires de qualité de vie. Donc c'est très intéressant pour voir ce qui se passe après dans les différentes dimensions. Vous étudiez la prévalence de troubles cognitifs, de prise de poids notamment, et vous vous intéressez plus particulièrement aux épisodes de fatigue sévère. Vous avez regardé ça et vous dites qu'en 2 ans après la fin des traitements, chez plus de 30% des patientes, on retrouve ces épisodes de fatigue sévère qui peuvent être véritablement handicapants. Ce qui est intéressant, c'est que vos travaux et ceux de la cellule identifient ces séquelles a posteriori, ces effets secondaires, mais aussi travaillent à évaluer les réponses qui leur sont apportées et l'amélioration des réponses. Déjà en matière de protocole, de traitement, à quel traitement s'accorde le plus, je dirais, ces épisodes de fatigue sévère, et comment est-ce qu'il est possible de mieux anticiper les traitements prescrits par rapport à ces risques-là? Ok, oui, en fait, on a la chance de travailler en utilisant les données de la cohorte Canto, une grande cohorte française unique au monde, une cohorte très riche de données cliniques, paracliniques, biologiques, qui nous a donné une idée encore plus détaillée des toxicités, des effets secondaires du traitement du cancer du sang, surtout à long terme. Et il faut bien intégrer la prise en charge de ces effets secondaires dans l'après-cancer. Donc la première étape, c'est l'identification des facteurs de risque pour développer une toxicité sévère à long terme. Et comme vous avez dit, on s'intéresse à plusieurs toxicités, notamment la prise de poids, les troubles cognitifs, et mon toxicité d'intérêt principal, c'est la fatigue sévère après cancer. Et on a pu identifier des facteurs de risque importants pour développer cette fatigue qui s'installe et qui est persistante dans 30% des patients jusqu'à 2 et 4 ans après diagnostic. Donc on a des facteurs cliniques qu'on connaît, un âge plus jeune, des facteurs socio-économiques, un niveau plus bas de revenus annuels, mais aussi des symptômes concomitants qui arrivent souvent avec la fatigue, l'insomnie, les troubles, les dysfonctions émotionnelles, l'anxiété, la dépression, et la fatigue avant traitement. Donc, si on connaît ces facteurs de risque, on peut identifier une population qui est encore à plus haut risque de développer une fatigue persistante. Donc, il faudra cibler cette population avec des stratégies qu'on connaît qui peuvent soulager la fatigue. Et on a des soins de support qui peuvent nous aider. Alors, c'est un autre aspect très intéressant de vos travaux, c'est qu'en effet, vous regardez le recours aux soins de support. Et c'est étonnant pour ces femmes dont la fatigue sévère, ça peut être véritablement handicapant dans le quotidien. Non seulement elles ne recourent pas plus que les autres aux soins de support, mais le recours n'est pas toujours très bien ajusté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela, et comment vous l'expliquez surtout ? Oui, les données de la cohorte Canto nous ont permis d'explorer aussi l'utilisation des stratégies de soins de support, notamment pour la fatigue, l'activité physique, le recours aux soins de support, au soutien psychologique après cancer. Et en fait, il y a une utilisation pas optimisée de ces types de stratégies. On a couplé avec les études quantitatives en utilisant les données Canto, des études qualitatives menées avec des professionnels de santé et des patientes. Et on a retrouvé toujours un manque d'informations, un manque de connaissances concernant les stratégies qu'on peut proposer. Donc, normalement, il y a pas assez de temps pendant la consultation pour aborder ces questions. Il n'y a pas plusieurs professionnels de santé ne connaissent pas qu'il y a des stratégies à proposer pour la fatigue, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Améliorer la connaissance et l'orientation et le conseil des patients, oui. Comment justement on peut faire, et c'est un autre aspect sur lequel vous avez travaillé, de ces constats-là, vous avez dit comment est-ce qu'on peut améliorer, notamment vous avez pensé à une notion qui est celle de phase de transition. Qu'est-ce que c'est exactement et comment ça peut jalonner les parcours et aiguiller surtout les patients dans leur choix? En fait, depuis quelques mois, on a commencé à mettre ensemble à Gustave Roussy une journée qu'on appelle de transition.
c'est-à-dire de transition de la phase active des traitements par chimiothérapie, par radiothérapie, à la phase de suivi après cancer du sein en stade précoce. Donc on fait des ateliers d'activité physique, de soutien psychologique, de nutrition. On aborde quand même des questions comme le retour au travail après cancer. Donc on cherche de donner aux patients un maximum d'informations pour mieux l'accompagner dans cette phase de transition qui est dans cette suivi qui dure longtemps après la phase. Il peut y avoir plusieurs phases de transition. D'ailleurs, on peut y aller juste à la fin des traitements, mais aussi 2 ans après ou 4 ans après. Ça peut être des rendez-vous réguliers aussi. Oui, exactement. Et vous avez développé une appli aussi dans ce cadre-là? On a développé une application digitale. En fait, on sait que la digitalisation dans l'oncologie, c'est important et peut aider beaucoup de patients à mieux comprendre et à mieux vivre l'après-cancer. Et il s'agit d'une application qui donne des informations adaptées au contexte spécifique du patient. Donc, si un patient fait de l'hormonothérapie pendant 5 à 10 ans après le diagnostic, on peut donner une idée de quels sont les effets secondaires les plus fréquents qui peuvent arriver et les stratégies que les patients peuvent utiliser pour les soulager. Oui, c'est ça. M. Lartigot me disait au téléphone, on ne sait pas, nous, dans les centres, comment ça va se passer, mais on sait ce qui va se passer et on peut avoir un vrai propos là-dessus dans le cadre de ces parcours de santé. Alors, à Villejuif, les soins de support sont très importants. Autre établissement parisien, Curie, où là aussi, ils sont très importants. Pionnier, je le disais, en la matière, avec aujourd'hui des plateformes d'activité physique adaptée, des ETP que vous intégrez aussi. On en avait parlé l'année dernière, aussi le fait d'intégrer des soins de support très, très en amont des prises en charge. C'est pas vraiment autour de ces aspects-là que je voudrais regarder les choses avec vous. Peut-être d'un mot avant qu'on discute. Ce que disait Éric Lartigot sur cette idée de parcours de vie, ça vous fait tiquer aussi, vous, quand on avait parlé au téléphone? Oui, non, mais j'étais vraiment très heureuse d'entendre votre commentaire à ce sujet parce que moi aussi, je suis un petit peu perturbée par ce terme, tout simplement parcours de vie. Ça me rappelle une patiente en consultation avec laquelle j'essayais de comprendre quel était son besoin de soins de support. Je lui donnais des tas d'informations qu'elle me disait avoir déjà reçues. Et au final, elle finit par m'expliquer, mais moi, ce que je cherche, c'est un coach de vie. Et là, je suis restée scotchée. Et parce que c'est compliqué, c'est pas mon métier. Je ne suis pas coach de vie. Et je pense qu'on doit rester très humble. On ne peut que essayer au maximum de faire coïncider le projet de vie du patient avec son parcours de soins oncologiques en essayant de rendre les deux le plus compatibles possible dans son intérêt et à sa demande, mais être très humble sur la maîtrise de la vie de nos patients. À travers ce que vous voyez et dans vos consultations et dans le département, quels écarts vous voyez entre ce qu'est cette offre de plus en plus diversifiée et abondante de soins de support et la réalité et des vécus et des demandes des patientes et des patients? Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a une sorte de décalage. Avec ces dernières années, le développement des soins de support est très important. Le nombre d'acteurs qui interviennent, de professionnels de santé qui s'impliquent est de plus en plus grand. L'instruction des GOS 1K 2017 a encore enrichi le panier de soins de support. Et pourtant, on ressent quand même que les patients ne se sentent toujours pas encore assez soutenus avec, effectivement, vous avez donné le chiffre de l'étude Canto, mais dans le baromètre Ipsos, il y avait le même résultat. 23% seulement des patients avaient le souvenir d'avoir reçu une offre de soins de support au moment de leur dispositif d'annonce. Donc comment on peut expliquer ce décalage? Moi, je voudrais insister peut-être sur un élément clinique qui correspond à mon expérience, qui est que il faut peut-être rappeler que l'offre de soins de support, c'est pas simplement tourner les pages d'un catalogue en papier glacé pour retrouver ce que le patient ou la patiente a besoin. C'est avant tout quand même un rôle de soignant, capable d'écoute, attentive, bienveillante, ouverte, respectueuse, compétente bien sûr, et que cette étape, elle reste essentielle et souvent le sentiment d'avoir été entendu, c'est un premier palier très important pour que les patients se sentent mieux et un préalable indispensable pour que l'intervention qui va suivre de soins de support soit efficace. Donc je pense que à l'Institut Curie, on essaye de mettre en place une formation de soins de support destinée aux infirmières pour qu'elles soient toutes en capacité d'écouter les patients avec cette distance, cette compétence et cette bienveillance.
Ça, c'est une chose et très importante, mais derrière, comment on adapte l'offre? Parce que 5 ans après, on n'a pas forcément envie de revenir à l'hôpital faire des ateliers. On vit en distanciel, on peut avoir envie d'avoir les choses en distanciel aussi. On peut juger que c'est pas au niveau de l'endroit, du vécu de la maladie qu'on a ou qu'on a eu soi-même. Comment vous avez une unité de recherche, vous développez des partenariats avec My Charlotte pour essayer justement de faire évoluer cette offre-là. Quelles en sont les clés pour s'adapter à cette diversité de vécu? C'est le cœur du sujet. On est en plein dans cette réflexion pour essayer d'adapter l'offre à la demande et au profil du patient. Oui, je crois que c'est intéressant de parler du développement des soins de support en ligne, en live. Ce que propose notamment la plateforme My Charlotte. On est en train de le faire. Je sais qu'au centre Oscar Lambré aussi, ça se développe beaucoup. C'est les séances d'activité physique en live. Les patients d'Oscar Lambré et de Curie, pareil, se retrouvent ensemble derrière un écran avec un professeur. Et ça permet évidemment d'éviter les temps de transport et de faciliter l'intégration des soins de support pour les patients. Il y a cette question de coordination des soins de support qui est aussi un sujet important, avec manifestement un besoin d'avoir une plateforme informatique pour que la ville, les soignants de la ville, de soins de support et de l'hôpital puissent communiquer. Je pense que ça, c'est un enjeu majeur. Parce qu'on a non seulement on peut être sur catalogue, mais aller piocher dans différents catalogues à différents endroits. C'est ça. Il y a les soins de support hospitaliers, les soins de support de proximité. Dans l'après-cancer, les soins de support de proximité proches du domicile des patients sont à privilégier. Encore faut-il qu'ils soient disponibles et encore faut-il qu'ils soient finançables par les patients, parce que ça c'est un gros sujet. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé et s'il faut en parler, mais évidemment les soins de support ne font pas l'objet vous le savez tous, d'un remboursement. Ils ne sont pas dans la classification des actes remboursés. Donc la question du financement se pose. Avec nous à l'Institut Curie, on développe un modèle d'auto-participation des patients selon le quotient familial, ce qui permet aux patients non imposables d'accéder aux soins de support grâce à un fonds de solidarité qui vient compenser leur impossibilité de participer financièrement. Il y a des soins de support de ville, des soins de support en établissement, et puis il y a l'idée de qui fait en effet le lien, la prescription en fait de l'ensemble de ces soins de support. Alors il peut y avoir des infirmières formées au sein des centres, mais quand on est 3 ans, 4 ans, 5 ans après son cancer, le référent, c'est le généraliste notamment. Quel rôle il a, lui, où il n'a pas à avoir pour justement être le prescripteur de ces soins de support? Est-ce que ça devrait être lui la porte d'entrée, celui qui peut bien les orienter, bien choisir, bien accompagner, voire évaluer? Eh bien, c'est une bonne question. Un sujet peut-être un peu sensible. Je ne sais pas s'il y a des représentants du Conseil national de l'ordre dans cette salle. Et peut-être connectés. D'ailleurs, continuez à poser des questions, envoyer des messages quand vous êtes connectés. Je pense que c'est un gros sujet qui devrait peut-être être mis sur une table de concertation, peut-être à un niveau politique. Quelle doit être la place des généralistes dans les soins de support ? Je pense qu'il y a un malentendu réciproque entre les généralistes et les médecins spécialistes. C'est pas nouveau. Les généralistes disent qu'ils ne peuvent pas accéder aux spécialistes, qu'ils n'ont pas les comptes rendus en temps et en heure, qu'ils ne peuvent pas les joindre par téléphone, et c'est sûrement en grande partie vrai. J'en suis tout à fait consciente. L'inverse est également vrai. On a parfois du mal à joindre les généralistes. On les sent parfois pas toujours dans une volonté d'avoir une place importante dans les soins de support de l'après-cancer ou de la maladie chronique. Je pense quand même que pour l'après-cancer, en ce qui me concerne, il me semble que le généraliste a sa place naturelle comme le pilote médical de l'intégration des soins de support pour la phase de l'après-cancer. Pour les patients en cours de traitement, il s'agit plus d'une collaboration qu'il faudrait mettre en place, encore une fois, avec des outils de connexion informatique qui nous permettent de mieux communiquer. Et peut-être faire, donc, comme vous le dites, une sorte de groupe de travail ou de réunion avec qui l'ordre ou d'autres. Voilà. On a déjà une participante pour ce groupe de travail. On voit bien qu'il y a un enjeu à faire les bons interfaçages au niveau de l'accès et du recours à ces soins de support, et que les parcours ne sont pas forcément
toujours de santé ne sont pas toujours très faciles pour ça. Et il y a évidemment le quotidien aussi des patients dans le temps de la vie avec et de la vie après le cancer, où là aussi c'est compliqué. Cet accompagnement au quotidien, il est souvent pris en charge par les aidants. On va en parler avec vous, Gwenaëlle, je me tourne pour cela vers vous. Ces aidants qui sont un petit peu la boîte à outils du parcours de santé, du parcours de vie, un peu trop parfois. Alors il y a 10 ans, vous vous battiez au sein de l'association française pour que on entende leur voix, on voit leur présence, on les reconnaisse, on les écoute. Alors, vous êtes servi parce que depuis quelques années, on ne fait plus un dispositif sans parler d'aidants, on n'a pas une ligne budgétaire où il n'y a pas des aidants dedans, on les met partout, on les protocolise à souhait et à foison. Dans cette idée de parcours de vie, c'est un peu oui, un petit peu le totem de ces parcours d'une certaine manière. Ce qui vous réjouit à un endroit, et ce qui en même temps vous inquiète un petit peu, et en tous les cas, oui, peut vous inquiéter, peut vous questionner. En quoi est-ce que ça vous alarme, ça vous questionne, cette place grandissante, peut-être trop grandissante, que les aidants prennent aujourd'hui dans ces approches, dispositifs? Alors effectivement, il y a une visibilité croissante des avancées législatives notamment, et peut-être qu'on y reviendra, qui sont indéniables, et de ça, il faut se réjouir. Et pour autant, j'ai envie de dire, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs, parce que ça dépend de la place des aidants dont il est question, et ça dépend aussi des circonstances de cette visibilité. Et la visibilité, me semble-t-il, d'abord, elle n'est pas forcément synonyme de reconnaissance. Ce sont deux choses différentes, et je pense qu'il faut veiller à ne pas les confondre. Et cette visibilité, elle va croissante, et je pense qu'il faut le dire, qu'il faut le poser sur la table, dans un contexte où les ressources en matière de soins, que ce soit sur le plan matériel ou humain, se raréfient, où il y a même pénurie parfois. Et je pense qu'il faut utiliser le terme. Et donc, bien souvent, quand on me demande quelle est la principale attente des proches aidants, eh bien, en fait, la première préoccupation des aidants, des proches d'ailleurs de manière générale, c'est avant tout que leur proche malade, atteint d'un cancer, ait accès aux soins, que ce soit d'ordre médical ou médico-social. Et ça n'est pas toujours le cas. Et comme ça n'est pas toujours le cas, eh bien, dans un certain nombre de situations, les proches aidants se retrouvent à effectuer des gestes de soins. Je ne vous apprends rien, changement de poche, de sonde, de cathéter, surveillance de détresse respiratoire, pour ne citer que quelques exemples. Et donc, que cette visibilité aille croissante dans un contexte où les patients n'ont pas toujours accès aux soins, où les patients et leurs proches n'ont pas toujours, ou plutôt devrais-je dire pas souvent, leur mot à dire dans la répartition de ces mêmes ressources, bien me semble-t-il, en fait, ça doit nous questionner. Et ça doit nous questionner sur le rôle que la société est en train de faire tenir aux proches. Et dans un certain nombre de cas, et je dis bien un certain nombre parce que je ne veux pas généraliser à outrance et tomber dans la caricature, et bien dans un certain nombre de cas, je vais reprendre l'expression que vous avez utilisée en préambule, ça s'apparente plus à une variable d'ajustement qu'à une réelle reconnaissance du rôle social. Et donc, ça s'accompagne, on le voit bien, d'un glissement qui n'est pas que sémantique. Il ne s'agit pas de jouer sur les mots, mais où on ne parle d'ailleurs quasiment plus des proches, mais que des aidants. Et donc, vous allez voir, j'ai beaucoup insisté sur l'expression proche aidant, et où le rôle, la fonction prime sur la place. Et ça, me semble-t-il, ça doit également nous alerter sur finalement la place, l'attention que dans la société on accorde aux liens, de façon générale. Qu'est-ce que vous entendez comme difficulté, plainte, alors la question doit vous être posée 250 000 fois au sein de l'association, principale de ces proches aidants aujourd'hui quant à leur rôle et quant aux moyens qu'ils ont, on va dire, dans le suivi des maladies chroniques? On reviendra après sur une vision plus générale. Alors, le fait que justement ce soit une question qui soit posée à de multiples reprises et en ces termes, c'est tout sauf anecdotique en fait. Et justement, dans les témoignages qui nous sont partagés, la première difficulté, c'est le regard sociétal. Et c'est un regard sociétal sur la situation qui fait mal. C'est-à-dire que c'est une vision tronquée du rôle d'aidant qui est cantonnée à des aspects d'organisation et duquel finalement toutes les dimensions relationnelles, affectives, positives également, capacitaires, sont complètement évacuées. Et donc, dans cette vision-là, eh bien, nombre d'aidants nous disent ne absolument pas se retrouver et ne pas souhaiter être étiquetés sous ce terme. Et donc, c'est un regard du coup sociétal qui assigne également. C'est du quotidien, en fait. C'est des petites phrases toutes simples qui sont autant d'injonctions et je pense que chacun les aura ou entendues ou prononcées,
du type, écoutez, avec tout ce qu'il a fait pour vous, vous pouvez quand même bien faire ça, ou c'est votre enfant, chère madame. Effectivement. Bon. Hormis ce regard, mais qui est non des moindres et qui, du coup, explique en partie que la question sur les difficultés soit d'abord une question sur les difficultés que sur les apports, et peut-être qu'on y reviendra ensuite, il y a tout ce qui concerne l'accès à l'information. Ça a été évoqué. Et là, effectivement, trop souvent, on entend encore que les proches aidants ont connaissance des dispositifs a posteriori, bien après le moment où ils en auraient eu besoin. Et donc là, on a un travail collectif à faire pour accélérer à la fois la lisibilité et la visibilité des dispositifs existants, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il en existe, mais dont il faut améliorer l'accès à l'information. Et améliorer l'accès à l'information, je rebondis sur ce que vous avez dit, ça ne signifie pas mettre à disposition une brochure, un site internet, ça signifie accompagner. Et accompagner l'accès à l'information, c'est notamment une information médiée humainement. Pour mettre en capacité les uns et les autres de s'auto-saisir des informations. Et puis donc, au-delà de l'accès à l'information qu'il convient effectivement de faciliter, il y a la simplification nécessaire des démarches administratives qui, là, dans nombre de cas, relève du parcours de combattant. Et je vous assure qu'on peut s'y mettre à plusieurs autour d'un même dossier pour essayer de le remplir. C'est pas dit qu'on y arrive dans un délai extrêmement rapide. C'est dans un certain nombre de cas, y compris sur des dispositifs récents, très, très laborieux. Enfin, si vous me permettez, une dernière difficulté, et non des moindres, c'est notamment dans des situations d'accompagnement au temps long. C'est la possibilité de pouvoir avoir des ressources financières suffisantes pour vivre dignement. Je vais vous donner un exemple. Je pense notamment à une dame qui est en situation monoparentale, qui a 3 enfants, dont un des enfants est atteint d'un ostéosarcome depuis plusieurs années et qui a, pour des raisons d'organisation, d'accompagnement également, de pouvoir être aussi proche de son fils, a suspendu et a été obligé de suspendre son contrat de travail. Le nombre de jours alloués dans les dispositifs du type congé de présence parentale, au bout d'un moment, il est épuisé. Idem pour le congé de proche aidant. Et donc arrive à un moment où il n'y a tout simplement plus de ressources financières pour pouvoir, et là je vous parle de ressources indemnisées en dessous du SMIC, plus de ressources financières existantes pour notamment pouvoir accompagner sur des temporalités qui sont plus longues ou qui sont rémittantes. C'est-à-dire effectivement qui vont nécessiter un accompagnement de 1 à 2 ans avec un moment de suspension, je n'oserais l'appeler pause, et puis de nouveau un temps un peu plus intensif. Eh bien, pour le moment, dans la pensée des différents dispositifs, effectivement, ça bloque. Ce qui est très fort aussi dans ce que vous dites, et c'est étonnant, parce qu'en réfléchissant un peu et préparant sur cette table ronde, je vous ai questionné, vous et d'autres, sur mais qu'est-ce qu'on peut leur apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux, comment ils peuvent faire les choses, et on s'interroge toujours sur ce qu'ils doivent faire et très rarement sur ce qu'ils sont, en fait. Alors qu'il faut s'interroger sur ce qu'ils sont, peut-être avant de s'interroger sur ce qu'ils font. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de l'association, vous avez mis en place un certain nombre de formations pour accompagner les aidants. Et évidemment, je dis, vous les outillez. Non, vous les outillez pas. Vous m'avez dit, ces formations, ça les aide déjà à réfléchir sur ce qu'ils sont en tant qu'aidants avant de leur donner des outils pour faire des trucs. C'est un point essentiel aujourd'hui dans cet accompagnement, de leur donner la possibilité de cette réflexivité, je dirais, d'une certaine manière. Alors, c'est un point qui me semble-t-il, et là je prêche bien évidemment pour ma paroisse, mais qui me semble crucial pour plusieurs raisons. Notamment parce qu'on l'a dit, il y a un aspect de temporalité. On est dans des parcours de vie au sein desquels s'inscrivent des parcours de santé et donc de soins. Et ces parcours de vie, ils sont faits aussi de moments de transition. Et donc, ne partons pas du principe que tout proche peut ou veut endosser un rôle d'aidant. Ça, c'est le premier aspect. Et de manière justement à ne pas générer, ou en tout cas assigner à des situations qui peuvent ensuite entraîner de l'épuisement, eh bien ça suppose de pouvoir créer les conditions pendant lesquelles les proches vont pouvoir se questionner, s'interroger eux-mêmes sur ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent dans la relation d'accompagnement. Et c'est un préalable indispensable pour ensuite pouvoir réfléchir, s'auto-saisir d'informations sur les dispositifs qui sont mobilisables en proximité, parce que tous les dispositifs ne peuvent pas
convenir, ne sont pas acceptables sur des plans socio-économiques, psychologiques, d'organisation et d'économie familiale, etc. Donc, penser l'acceptabilité, des dispositifs et donc derrière leur actionnabilité, c'est pas très français comme terme, suppose qu'au préalable, il y ait eu ce temps-là. Mais c'est un temps. Et donc, ça nécessite effectivement de pouvoir mettre à disposition des éléments qui vont permettre, en tout cas, je l'espère, les conditions pour pouvoir s'auto-déterminer d'une certaine façon dans ce que l'on souhaite ou ne souhaite pas, de ce qu'on peut ou ne peut pas dans la relation d'accompagnement. Et c'est un temps compliqué parce que c'est même étant le nez dans le guidon, souvent ils disent non mais j'ai pas le temps de m'occuper de moi et de machin, parce qu'ils sont dans une posture assez sacrificielle souvent. Et réfléchir sur qui ils sont, c'est essentiel, et dans quelle mesure c'est essentiel aussi pour les aidants de maladies chroniques, pour les aidants de personnes atteintes de cancer, dans un environnement de l'aidance, du proche aidant qui est tout de même très fortement associé aujourd'hui au vieillissement, à la dépendance et à la transition épidémiologique et démographique. Comment est-ce qu'aujourd'hui se positionnent les proches aidants de personnes atteintes de cancer? Quelles difficultés, je dirais, ils ont à exister dans un paysage qui, quelque part, n'est pas peut-être complètement conçu pour eux, ou en tous les cas centré sur leur réalité à eux? Alors, ce que vous soulevez, c'est en creux le décalage qui peut aussi exister entre un discours dominant et puis la réalité du quotidien, et notamment de ce que je peux entendre à la télé, à la radio ou lire dans un magazine, et puis finalement de comment toute cette information va un jour arriver jusqu'à chez moi, dans mon salon ou dans la salle d'attente, selon les situations. On parle effectivement beaucoup, pour des raisons notamment liées à des aspects de politique publique. Je pense notamment à la loi grand âge, autonomie, selon les terminologies utilisées. Et tout ce qui relève des maladies, notamment des maladies chroniques, est effectivement moins évoqué. J'en veux pour illustration un des dispositifs plus récents, puisqu'il date de 2020, qui est le congé de proche aidant et son indemnisation. Et effectivement, nous, à l'Association française des aidants, un des aspects pour lequel nous militons, c'est que l'extension de ce dispositif puisse se faire également en faveur des proches accompagnants des personnes souffrant de maladies chroniques, dont notamment des pathologies cancéreuses, et ça fait partie effectivement des exemples que nous citons en la matière. Et peut-être un aspect qu'on a moins évoqué en creux, c'est la vision. C'est-à-dire que c'est une vision effectivement qui est très sombre et dans laquelle je vous ai dit finalement beaucoup de proches aidants ne se reconnaissent pas. Et c'est peut-être aussi le moment, lorsque l'on s'interroge à qui ils sont, et bien finalement de pouvoir changer de regard collectivement, et puis de reconnaître aussi, j'ai envie de dire, toute l'ingéniosité, toute la créativité, toutes les compétences qui sont déployées au quotidien. Et là, en termes de reconnaissance des savoirs expérientiels, ce qui permet ensuite de co-construire avec les proches aidants et pas uniquement pour les proches aidants, me semble-t-il, le chemin est encore un peu long. Si on prend juste ce qui s'est passé l'an dernier lors des premiers confinements, a-t-on consulté les proches de patients immunodéprimés sur leur usage des masques, des gants, des gels hydroalcooliques, de la distanciation physique ou encore de toutes les tactiques que nous pouvions mettre en place pour éviter que la propagation des virus? À aucun moment. Alors que, proches et patients n'ont pas attendu le Covid pour avoir cette expérience-là. Et donc, il y a toute une intelligence collective dont on s'est privé. Mais effectivement, ça nécessite de changer de lentille, si je puis dire. Je voudrais rebondir avec vous, Emmanuel Jam. Alors, l'Observatoire sociétal de la Ligue travaille beaucoup, mène des études importantes de référence sur le parcours de vie, la maladie avec le cancer, l'après-cancer, notamment sur les aidants. Vous avez conduit une étude qui recoupe beaucoup ce que dit Gwenaëlle. On ne va pas forcément revenir là-dessus. Mais plus généralement, nourri de toutes ces études, comment est-ce que vous percevez aujourd'hui, et comment une complexification du parcours, des démarches de parcours pour les patients, en quoi est-ce qu'ils vivent avec le plus de difficultés ces parcours de santé ou de vie? Qu'est-ce qui leur pèse le plus? Déjà, pour revenir sur la question de la complexification finalement des démarches, il faut bien voir qu'il y a une question
tout bêtement arithmétique qui se pose et qu'on n'a peut-être pas suffisamment pris en compte. L'amélioration de la qualité de vie des patients depuis des décennies maintenant, notamment parce que les progrès de la médecine ont été fulgurants en cancérologie, et c'est très bien, c'est à mettre à vos crédits du monde de la santé et de la cancérologie, eh bien ça fait que des patients qui, il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années, il y a une trentaine d'années décédaient, mais aujourd'hui, ils sont en vie. Et ça fait une cohorte de personnes supplémentaires qui, mais c'est très bien, on peut se féliciter d'avoir eu des personnes qui ont survécu, alors qu'il y a une dizaine ou une vingtaine ou une trentaine d'années, ils ne survivaient pas. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, elles ont des aspirations. Elles ont des aspirations qui sont de plus en plus fortes, notamment par l'impulsion des plans cancer qui ont initié un cadre de vie qui nécessite de parcours de vie qui nécessite d'être mieux pris en compte, notamment avec la question du retour à l'emploi. Il y a une vingtaine d'années, on ne se posait pas la question du retour à l'emploi. On ne se posait pas la question du droit à l'oubli. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont acquises et c'est très bien. C'est à mettre au crédit, en tout cas sur l'initiative du monde de la cancérologie. Donc vous avez d'une part cette question d'une cohorte de personnes qui est beaucoup plus importante qu'on n'avait finalement pas anticipée, des besoins qui sont grandissants et, comme le disait très justement madame, des disjointures entre les dispositifs qui ne sont pas suffisamment reconnaissables, suffisamment lisibles, qui ne s'adressent pas à tout le monde ou sous condition. La question en particulier du congé de proche aidant est édifiante là-dessus. Je reprends ce que vous disiez madame, je buvais des petits laits quand vous parliez. Il faut avoir une reconnaissance de handicap pour pouvoir bénéficier, pour que le proche puisse bénéficier du congé de proche aidant. Or, au moment où la personne malade rentre dans le parcours de soins, c'est pas à ce moment-là que la reconnaissance du handicap est actée. D'ailleurs, elle peut ne jamais l'être parce que les conditions médicales ne s'y prêtent pas, parce que la personne ne le souhaite pas, parce que c'est pas le moment. Alors que c'est dès le premier jour de l'accompagnement que la personne qui aide la personne atteinte de cancer a besoin de ce congé, de ces dispositifs. Et puis, paradoxe des paradoxes, cela a été versé au crédit du plan cancer, alors que c'est particulièrement inadapté dans le cadre du cancer. Donc on est même dans une forme d'hypocrisie où on se gargarise à se dire qu'il y a des dispositifs, mais en fait, ils ne sont pas du tout adaptés. Donc en effet, nous, à la Ligue contre le cancer, on voit souvent les trains qui arrivent en retard, avec des personnes qui nous appellent, qui viennent nous voir de nos comités départementaux et qui n'y comprennent rien. La question des démarches administratives lorsqu'on est atteint d'un cancer, c'est toujours dans les questionnaires que l'on pose. La paperasse. Ah ben c'est toujours la paperasse, c'est toujours le problème le plus épineux qui ennuie tout le monde. Dans quelle mesure c'est un problème qui complexifie le quotidien, enfin rend plus difficile le quotidien des patients? Dans quelle mesure ça creuse des inégalités et lesquelles? Mais déjà, pour comprendre des formulaires, il faut déjà prendre du temps qui n'est pas forcément consacré à autre chose, au parcours de vie en particulier, qui est plus important que la paperasse. Puis il faut comprendre ce qui est écrit d'un point de vue lisibilité. Eh bien, il faut bien parler français, il faut avoir un niveau d'études suffisamment important, il faut avoir les bons relais, il faut avoir des aidants, tout le monde n'en a pas. Il faut que les aidants soient en capacité de prendre du temps aussi pour pouvoir le faire. Tout le monde n'a pas ce temps-là. On a vu dans l'étude qu'on a menée en particulier sur les aidants qu'ils prenaient 2 heures par jour sur leur travail, sur leur temps de travail pour pouvoir s'occuper des personnes malades, 2 heures par jour, et qui se privaient en plus de 2 heures de sommeil par jour pendant le moment aigu du traitement. Ça veut dire qu'on se repose aussi beaucoup sur eux dans le cadre du parcours de vie, sachant que c'est le parcours de soins qui doit s'intégrer dans le parcours de vie et non l'inverse. Voilà. Monsieur, vous aviez tout à fait raison tout à l'heure. Donc c'est une véritable difficulté et je vous ai tout à l'heure, les personnes malades viennent nous voir avec des difficultés, avec leur dossier, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on sait qu'il y a des dispositifs, mais je ne sais même pas comment obtenir ma carte d'invalidité. Et donc on reprend depuis le départ un accompagnement pour mieux expliquer aux personnes comment ils peuvent obtenir leurs droits. Là-dedans, vous intervenez beaucoup, vous, la Ligue, tout simplement parce qu'à travers ces rapports, à travers aussi le fait de décrocher le téléphone quand les gens appellent parce qu'ils n'y comprennent rien, au fait de verser aussi des sommes de soutien à un certain nombre de familles qui se retrouvent un peu dans la difficulté dans ces temps de parcours-là. Est-ce que d'une certaine manière, il y a besoin au final d'avoir, on appelle ça des case managers, un peu en tous les cas, des gestionnaires de parcours? Et est-ce que ça peut être votre rôle? Et si c'est pas votre rôle, ça serait le rôle de qui en fait?
Bien sûr, c'est le rôle d'une association d'aider, d'être l'interstice finalement là où un parcours de soins s'est mal passé, où la coordination n'a pas pu bien se faire, là où l'assistante sociale de l'établissement, elle avait trop de dossiers, elle n'a pas pu s'occuper de manière adéquate ou de manière la plus adaptée possible pour la personne qui en faisait le besoin, qui en manifestait le besoin. Mais on ne peut pas tout faire. Il y a 400 000 nouveaux cas de cancer par an. Voilà, la prévalence des cancers, c'est 3 millions de personnes. Donc et comme les personnes vivent beaucoup plus longtemps avec leur cancer ou des conséquences de leur cancer, sachant que les besoins, ils durent de plus en plus dans le temps, il y a des cohortes de personnes qui sont de plus en plus nombreuses. Donc la question de la prise en compte des besoins accrus des personnes qui ont été atteintes par la maladie, c'est un enjeu sociétal. Et c'est pas une question nouvelle. Justin Godard, qui a créé la lutte contre le cancer en 1918, disait que le cancer était un péril social. Donc on ne découvre pas aujourd'hui que c'est un péril social, on le redécouvre, on l'a oublié. Et on n'a pas suffisamment pris en compte cette question du parcours de vie qui inclut le parcours de soins et non l'inverse. Voilà, je reviens. Pour finir, avant de prendre les questions et les commentaires, Éric Lartigot, tout ce qui est dit là montre bien qu'il y a besoin de trouver un lien entre ce qu'est ce temps du parcours de soins, ce qu'est ce temps du parcours de santé et de vie, et puis qu'il faut trouver ce qui va faire l'interface, puisque les centres vont pas travailler sur tout l'ensemble de ce parcours-là. C'est le médecin généraliste, c'est les aidants, ce sont les associations qui finalement va faire le relais du temps de prise en charge du centre pour que la mission continue, mais pas forcément par le même. Qui est la personne relais ? Je n'ai pas forcément la réponse, je pense qu'il n'y a pas une personne relais. Ce que je voulais ajouter, c'est l'humilité, c'est pas se défausser, surtout pas de ses responsabilités, qu'on soit bien d'accord. L'humilité, c'est écouter ceux qui savent. Voilà. Et il y a des gens qui savent mieux que nous, les médecins, ce qu'est l'implication de la maladie dans la vie du quotidien des patients. Je pense qu'on l'a très bien entendu autour de cette table ronde. Voilà. Donc la première étape, c'est écouter, sans aucune démagogie. On peut ne pas être d'accord, on peut être à des moments de tension parce que les perspectives ne sont pas les mêmes, parce que la perspective d'une association de patients n'est pas la perspective d'un établissement de santé. Parfait. Mais je pense que l'exercice qui a eu lieu là est typiquement ce sur quoi on doit continuer à travailler. Il y a des gens qui savent, qui revendiquent légitimement la place des proches aidants, la place des associations, la place des soins palliatifs, dans quelque chose qui sort largement de notre mission, qui est une mission de soins qui doit être toujours optimisée et pensée comme étant optimisée, mais qui doit s'ouvrir avec d'autres, parce que nous ne pourrons pas assurer l'intégralité de cette mission, qui doit s'assouvir dans des articulations. On a parlé d'interstices, on a parlé d'articulations. Je ne pense pas qu'il y ait un modèle unique. Moi, j'ai une patientèle dans la région qui est une patientèle particulière. On l'a évoqué tout à l'heure avec la représentante des Sentinelles, sur laquelle il y avait vraiment ce sujet, comment transmettre une information, je vais être un tout petit peu désobligeant pour nos amis parisiens, mais conçue pour une certaine population vers d'autres populations. C'est un sujet clé qui est tout sauf trivial. Vous expliquez que pour être un vrai proche aidant, il faut aussi avoir autour de soi d'autres proches aidants qui peuvent aider à remplir un simple questionnaire. Quand j'en discute au quotidien avec mes assistantes sociales, c'est juste le quotidien. Voilà. Donc il n'y a pas un modèle unique, il n'y a pas un relais unique. Ce qui est vrai à l'Institut Curie n'est sans doute pas vrai à Oscar Lambré, n'est pas vrai ailleurs. Donc il faut qu'on invente aussi des modèles d'interaction qui soient dans nos territoires, que l'on connaît particulièrement bien, avec les actions de territoire, bien sûr les grandes actions nationales, mais aussi leurs déclinaisons locales, d'inventer des modèles qui vont répondre aux besoins de nos patients. Et je reste persuadé qu'il n'y a pas un modèle unique qui satisfait tout le monde. On a parlé ce matin d'universalisme adapté, encore un oxymore, mais qui n'en est pas un, c'est-à-dire un principe global, mais qu'on va ensuite décliner localement, décliner par territoire, décliner par type de pathologie. Nos patientes qui ont eu un cancer du sein n'ont pas les mêmes attentes que des patients qui auront d'autres types de pathologies, a fortiori en pédiatrie. On a beaucoup d'oncologie pédiatrique et on est là encore dans un domaine qui est radicalement différent, où la place des associations, par exemple, est clé. Et beaucoup de choses passent par les associations, ce qui sera moins vrai dans d'autres domaines. Donc il n'y a pas un modèle unique, mais il y a un travail considérable à mener. Alors, si je peux juste oui, bien sûr, 30 secondes pour cette question de quel modèle, on peut peut-être signaler que vient de sortir le référentiel organisationnel des soins de support il y a quelques jours, accessible sur le site internet d'Oncorif, qui donne quand même des grandes lignes, en particulier qui élabore les questionnaires
qui doivent être systématiques à l'annonce et à d'autres temps réguliers avec une 50aine de questions pour explorer tous les besoins, qui élabore aussi quelques recommandations, conseils pour la coordination ville-hôpital et qui donne des indicateurs de qualité. Donc je pense que c'est des repères, mais il faut inventer et construire les modèles, tout à fait. Alors, capable de les décliner, et ça c'est un vrai sujet. Question dans notre auditoire présent, question aussi de notre auditoire connecté. Est-ce que dans notre salle, il y a des... oui, micro s'en vient. Et la lumière se fait d'ailleurs, si vous avez... Merci. Une question peut-être plus pour les aidants, Madame Thual. Je coordonne le DIU Répit et j'aurais voulu avoir votre sentiment sur la spécificité du répit pour les aidants de patients atteints de cancer. J'ai le sentiment, m'étant engagé dans ce DIU depuis quelques années, qu'il y a quand même une spécificité notablement différente de celle des maladies chroniques, qui sont également un sujet important pour ce DIU. Et j'aurais voulu avoir votre sentiment et comment vous pourriez nous aider à être plus efficace sur cette question, qui est une question, je crois, me semble-t-il, assez importante. Alors merci, effectivement, on n'a pas abordé, en tout cas là, durant notre table ronde, la question du répit. Peut-être pour préciser déjà que la vision, en tout cas majoritaire du répit à l'heure actuelle, ne serait-ce qu'au travers justement des annonces ou des dispositifs qui sont un peu plus mis en avant et qui relèvent notamment du champ du handicap ou des personnes âgées, est une vision du répit notamment temporaire. Et que la vision du répit sur un temps plus long, et c'est peut-être là, je pense, une des spécificités des maladies chroniques, dont le cancer, est quelque chose qui pour le moment, mérite d'être travaillé. Et peut-être en rajoutant une autre considération, c'est qu'il me semble qu'il faut distinguer le répit des soins de répit, notamment des soins de répit auprès des proches aidants. Parce que souvent j'entends dire qu'à partir du moment où il y aura une place, et je cite les terminologies, où il y aura une place dans tel établissement, eh bien ceci va constituer du répit pour le proche aidant. De la même manière que parfois j'entends, et à mon grand regret, qu'à partir du moment où des enfants pourront être scolarisés, ceci va constituer du répit pour les parents. Et je pense, tout à l'heure on parlait de glissement, ça fait partie, me semble-t-il, des glissements dans à la fois les visions, mais ça n'est pas que des visions, parce que ces visions elles donnent lieu derrière à des actes, à de la mise en place de dispositifs, où là on est, pour le dire de façon très simple, à côté de la plaque. Les soins de répit auprès des proches aidants, c'est pour le coup balbutiant. Vous parliez du DIU Répit, je ne sais pas si c'est à celui de Lyon auquel vous faites référence. Ok, alors du coup, je me permets de mentionner leur initiative, puisque effectivement, dans la métropole de Lyon, que je connais bien par ailleurs, et je le précise, puisque j'habite pas loin, et donc qui est à Tassin-le-Demi-Nul, il y a une maison de répit, qui est un modèle particulièrement innovant en France, et tout un dispositif de répit à la fois dit en établissement et au domicile, qui évalue la situation des proches aidants et à partir de cette évaluation-là, propose un certain nombre de soins à destination des aidants. Également, bien évidemment, des personnes accompagnées, mais des aidants. Et donc, cette dimension-là est une dimension particulière et me semble-t-il, justement dans la réflexion sur les dispositifs de répit, eh bien, mérite non seulement d'être creusé, affiné et pouvoir d'être déployé ailleurs. Un mot de commentaire, Emmanuel ? Alors pas directement sur le répit, mais sur l'adaptation du répit pour les proches de malades qui sont atteints de cancer. Il faut bien voir, c'est un petit peu comme tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a besoin d'avoir un patchwork de dispositifs qui permettent de venir en aide des personnes qui sont atteintes de cancer. Les aidants, les proches, sont un maillon essentiel, mais il faut bien voir que le répit ne peut pas être la solution que l'on va donner aux personnes proches de malades atteints de cancer, parce qu'eux-mêmes en bavent beaucoup à trop aider. Là, ça veut bien dire que quelque part, il y a eu un ratage. Pourquoi est-ce qu'on leur a trop demandé ? Probablement parce que les aides ne sont pas suffisamment adaptées pour les malades qui sont atteints de cancer. Ce qui veut dire que ce sont les aidants qui viennent pallier des trous dans la raquette, et ce sont eux-mêmes derrière qu'on va devoir aider parce qu'eux-mêmes en bavent. Et donc quelque part, on va toujours un petit peu plus loin dans ce qu'on demande à la sphère privée, et ce n'est plus à la collectivité de prendre en charge la sanctuarisation des parcours de vie.
Voilà, et donc je pense que sur ce point-là, si les dispositifs de répit sont une bonne solution pour certains aidants, pour certaines situations particulières, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'on peut demander en contrepartie pour les aidants qui sont malades atteints de cancer. Je reste avec vous un instant parce que j'ai une question sur les enjeux de la digitalisation. Est-ce que les applis peuvent aider à simplifier ces parcours de vie ou de santé ? Alors, ou Carole aussi, qui réagit. Alors, juste un mot, mais ça va être très simple. Pour moi, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de pensée magique, il n'y a pas de solution magique. La digitalisation, ce sont des outils, il faut que les outils restent à leur place, dès lors que ce sont des éléments qui permettent pour les professionnels de santé de mieux travailler, quand ce sont des dispositifs qui permettent d'avoir une meilleure information, c'est une très bonne chose. Dès lors que ça vient de se substituer ou pallier des déficits organisationnels, parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins dans les territoires, parce que la démographie médicale est inégalement répartie, ce n'est pas le numérique qui va sauver une organisation qui est déficiente. Donc il faut que l'outil reste à sa place. Oui. Qui fait une moue. Oui, certainement, mais néanmoins, on ne va pas régler le déficit médical comme ça du jour au lendemain. Il va bien falloir qu'on s'adapte. Il va bien falloir qu'on continue à faire des soins de meilleure qualité possible avec les moyens actuels humains et financiers. Par conséquent, l'outil informatique est certainement une piste intéressante. Si on pense le temps qu'il faut entre le moment où un patient ressent un symptôme, le dise, puisse se joindre à un soignant pour lui expliquer et puisse avoir le rendez-vous avec le soin de support qui va l'aider, ça serait des enquêtes intéressantes à mener, mais j'ai peur que le résultat ne soit pas excellent. Et à l'évidence, un outil Internet, en tout cas nous, on développe actuellement un projet de recherche, le projet Boussole que mène Sandra Malak, qui consiste à essayer de faire une surveillance, les Américains l'ont déjà fait et ça fonctionne, une surveillance électronique digitale des symptômes qui déclenche des alertes qui vont directement sur une cellule active d'action. Et à ce moment-là, effectivement, les États-Unis ont fait déjà des études qui démontrent une amélioration de la qualité de vie, voire même une amélioration de la survie dans certains cas. Donc c'est quand même des résultats impressionnants qu'il faut explorer. Un mot, oui. Oui, sur les enjeux de la digitalisation, il y a aussi tout ce qui va permettre de lutter contre l'électronisme. Et donc, il y a des initiatives de terrain qui sont formidables en la matière et qui mériteraient d'être certainement plus soutenues, accompagnées et avec des convergences entre les secteurs. Et là, on a aussi du décloisonnement à faire. Alors, cette fois-ci, pas PA comme on dit, PH dans le jargon ou PM, mais cette fois-ci sur des secteurs, on va dire du soin, compris au sens large, et d'autres secteurs plus liés, par exemple, à l'environnement ou autres, qui vont déjà mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs. Il peut y avoir des coopérations tout à fait intéressantes. Peut-être un retour d'expérience aussi sur la digitalisation, parce que, alors je vais être très rapide, l'an dernier, du coup, de fait, nous avons adapté un certain nombre de nos cafés des aidants qui, initialement, sont des temps en présentiel et ils se sont tenus pour un certain nombre en distanciel. On a mené une étude d'impact et on s'est rendu compte que pour un certain nombre de proches aidants, eh bien, le distanciel levait des freins en termes d'accès, parce qu'il n'y avait plus à franchir cette porte du café ou du bar au sens physique du terme, ni au sens géographique, avec des difficultés de mobilité, et que donc ça constituait comme une sorte de pré-entrée, pré-sas dans un autre parcours, et qui permettait de rendre ensuite acceptable l'idée de pouvoir passer cette porte. C'est le sas d'entrée du café des aidants, le café digital. Merci en tous les cas à vous 5, on peut les applaudir très fort. Et merci beaucoup à vous. On a un short talk. Je vous demande de rester pour ce short talk et aussi dans la salle. On va nous laisser le décor, les pupitres vides. Et puis on se retrouve d'ici une dizaine de minutes pour notre dernier débat de la journée. Merci encore. Merci à vous.